Un boîtier fermé plutôt, ça t'intéresserait pas? Vraiment, hein? C'est aussi bien et en plus comme on voit rien, c'est plus pratique. Regarde, on va même faire un truc, on fait une promo pendant 2 semaines à partir de maintenant, jusqu'au 13 décembre 2019, et t'as 10% sur les boîtiers fermés en mettant le code ONFERME. Et c'est même pas une blague. Bon, si vraiment tu veux quand même comprendre cette jungle qu'est le RGB, on lance l'intro et on s'y penche. Aujourd'hui, on retrouve deux grands types de RGB. Le RGB entre guillemets classique et le ARGB, un peu plus récent mais clairement destiné à se développer dans le temps. Pour résumer, aujourd'hui on peut estimer que globalement le RGB, c'est compliqué. Très compliqué. Ce qui était à la base un connecteur générique et facilement gérable s'est transformé en un champ de bataille où chaque marque veut créer son propre écosystème pour qu'on achète tout chez elle. Et forcément ça coûte une blinde. On a donc d'un côté le RGB et ses 4 pins, que tu dois connaître puisqu'il s'agit clairement du plus répandu. Ce type de LED a besoin de 12 volts pour fonctionner et dispose donc d'un pin dédié qu'on reconnaît de deux manières. Côté mâle, c'est facile, c'est souvent là qu'il est écrit plus 12 volts sur le circuit imprimé de la carte mère par exemple. Sur les câbles ou les rallonges en revanche, le 12 volts sera majoritairement représenté par un triangle, histoire de ne pas poser l'électricité dans le canal bleu. Les 3 autres pins sont destinés aux canaux de chacune des 3 couleurs primaires du code RVB, vert, puis rouge et enfin bleu. Et oui, dans cet ordre-là. Leur inconvénient, c'est leur obligation d'être toutes de la même couleur. Si tu as un ventilo ou une bande LED que tu as réglé en orange, alors toutes les loupiottes qui les composent seront obligatoirement de la même couleur. Le ARGB, c'est une autre histoire. Déjà, on n'a que 3 pins au lieu de 4 et il ne demande que 5 volts pour fonctionner au lieu des 12 du RGB. Bon, ça ne change pas grand chose à notre vie. Le A, en revanche, c'est pour adressable. Ça ne t'aide peut-être pas beaucoup dit comme ça, mais en réalité, ce petit A signifie que chacune des LED peut être contrôlée indépendamment de ses voisines. Si tu veux faire une alternance entre rose et bleu, au hasard, tu peux le faire. Aorus a d'ailleurs tenté à un moment de faire du RGBW. W pour white, canal destiné à faire du vrai blanc d'après la marque. Elle a vite abandonné l'idée, mais il s'agissait d'un connecteur à 5 pins au lieu des 4 habituels. Heureusement, on pouvait quand même mettre des 4 pins habituels, bien qu'il faille pour ça forcer un peu sur le 5e pour pouvoir les y connecter. Enfin, et c'est là que le RGB devient pour le moins compliqué à suivre, de plus en plus de marques ont décidé de faire des connecteurs propriétaires et évidemment incompatibles tant entre les marques qu'avec les connecteurs génériques. Corsair, Fantex, Thermaltake, NZXT, Deepcool, etc. chacune y va de son petit connecteur bien à elle. Autre point à noter, qu'elles soient génériques ou propriétaires, les bandes LED et les ventilos RGB ont le même connecteur. Du moins au sein de chaque marque en tout cas, pour ce qu'il en est des connecteurs propriétaires. Et ça fonctionne aussi pour les splitters d'ailleurs. En ce qui concerne la gestion des couleurs, les marques nous laissent plusieurs options. La première, c'est la gestion logicielle. On peut alors passer par le BIOS directement ou par un soft créé par la marque, voire même via une application mobile chez Deepcool par exemple, avec entre autres le Quad Stellar qu'on t'avait présenté ici. La seconde option, qu'on retrouve quand même aujourd'hui plus sur les boîtiers d'entrée de gamme, c'est les télécommandes internes. Si elles ne sont pas franchement pratiques pour changer de couleur ou de rythme puisqu'elles demandent d'ouvrir le boîtier, elles sont du coup très discrètes, voire invisibles, et n'auront plus besoin d'être touchées une fois qu'elles auront été réglées. Elles ont également le gros avantage d'être indépendantes et peuvent donc être utilisées même avec des cartes mères n'ayant pas de port RGB. Certains boîtiers ont au passage déporté entre guillemets cette télécommande sur le bouton reset, puisqu'il est possible de le brancher au boîtier de contrôle au lieu de le mettre sur la carte mère comme on ferait d'habitude. Leur évolution, c'est les kits disposant d'une télécommande externe en infrarouge et qui outrepassent le souci des télécommandes internes. À ceci près qu'on peut les perdre quand même. Enfin, certains boîtiers n'ont même pas de contrôleur et ne peuvent se gérer que via les boutons intégrés au front panel. Dans ce cas, tu ne peux pas faire autrement que de choisir l'une des couleurs de base et il te faudra synchroniser les potentiels autres éléments RGB en fonction de ce qu'il proposera. Si tu croyais en avoir fini, que nenni.
Si tu veux gérer ton RGB par logiciel, il faudra que le ventilo ou la bande LED que tu veux connecter à ta carte mère soit compatible avec cette dernière. Pour ça, pas de secret, mais deux solutions. La première, si tu as des composants génériques, est de regarder le nom du ou des logiciels avec lequel ou lesquels chaque compo RGB est compatible. Les 4 logiciels majoritaires aujourd'hui sont Aura chez Asus, Mystic Light chez MSI, RGB Fusion chez Gigabyte Aorus et RGB LED chez ASRock. 4 noms donc pour parler de logiciels qui feront sensiblement la même chose. Si un composant est indiqué comme étant compatible avec tel ou tel logiciel, c'est qu'il sera pris en compte par le soft indiqué et de facto modifiable indépendamment du reste de la carte mère. S'il n'est pas indiqué comme étant compatible mais qu'il est générique, alors tu pourras les gérer depuis le BIOS si ta carte mère en a l'option, mais comme étant une seule entité. Si tu lui dis « passe en bleu », alors l'entièreté de ta config sera bleue, ventilo comme carte mère et bande LED. La seconde, si tu décides de partir sur des connecteurs propriétaires et de te cantonner dans la mesure du possible à une seule marque. Tu peux évidemment en mettre plusieurs, mais il te faudra compter un contrôleur et un logiciel par marque, et donc les câbles en plus d'un côté, et l'utilisation tant du processeur que de la RAM qui vont avec de l'autre. Il te faudra également synchroniser les différentes couleurs à la mano si tu veux les mêmes partout. Aujourd'hui, si la majorité des cartes graphiques disposent de son propre logiciel de gestion des couleurs, prendre une Aorus si ta carte mère est une Aorus te permettra de gérer son RGB depuis le logiciel de la carte mère. Idem pour Asus et pour MSI, les constructeurs ayant tout intérêt à te garder dans leur écosystème. En réalité, si on écarte le marketing, il n'y a absolument aucune obligation d'avoir telle ou telle marque plutôt qu'une autre, d'autant plus que chaque marque de carte graphique a développé un logiciel de gestion du RGB pour ses produits. C'est d'ailleurs le cas pour la majorité des produits RGB. Chaque marque a son petit soft, plus ou moins bien développé et complet, et qui consomme plus ou moins de ressources. Là où tu vas t'amuser, c'est si tu montes ta machine toi-même. Dans le cas de Corsair par exemple, tu es obligé de passer par l'un de leurs 2 boîtiers, le Lightning Node Pro ou le Commander Pro. Boîtier qu'il faut impérativement ajouter dans la boucle RGB pour pouvoir ne serait-ce qu'allumer tes ventilos et bandes LED. À partir de là, comme les connecteurs Corsair sont propriétaires, alors il te faudra tout brancher sur le boîtier que tu auras choisi. Enfin, jusqu'à 4 bandes LED ou ventilos par connecteur. En théorie, ça devrait être assez pour la majorité des configs puisqu'il y a 2 connecteurs minimum, mais si ça n'est pas ton cas, alors il te faudra investir dans un hub RGB, de Corsair également évidemment. Idem chez NZXT, à la différence près que le Hue 2, qu'il te faudra acheter en parallèle, dispose de 4 canaux permettant de tenir chacun jusqu'à 40 LED, soit 4 bandes LED, 5 ventilateurs AER RGB ou 6 accessoires Hue 2. Bon point donc pour les marques qui utilisent encore des connectiques génériques et qui permettent non seulement de grandement simplifier le montage et la gestion de tes ventilos et bandes LED, mais en plus d'économiser les boîtiers de contrôle, ce pourquoi ton portefeuille te remerciera. Sauf si tu réinvestis plutôt dans d'autres bandes LED, auquel cas ce seront tes yeux qui seront heureux. Dans tous les cas, on espère que ces quelques minutes dans la jungle du RGB t'auront aidé à y voir plus clair et à comprendre pourquoi c'était la jungle. Quoi qu'il arrive, retiens le fait qu'il faille bien vérifier quel kit est compatible avec quelle marque, via quel moyen tu peux le gérer et s'il te faudra faire face à des connecteurs propriétaires ou non. Pour ça, pas de secret, direction les fiches techniques pour tout connaître du matos qui t'intéresse, mais tu sauras où regarder. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire pour nous le montrer. Si tu as d'autres questions, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésite pas à nous dire en commentaire quelle machine tu aimerais le plus parmi toutes celles qu'on propose, et d'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.